Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, merci de me retrouver. En ce samedi 5 novembre, je choisis de faire une vidéo assez courte. Je t'enchaîne un petit peu en ce moment, mais une de mes meilleures amies, Déborah, m'a partagé un article du Monde qui est assez essentiel et qui va permettre en particulier aux hommes qui suivent cette chaîne et qui comprennent rarement quand je parle de misogynie systémique, de sexisme systémique, qui ont l'impression que c'est une sorte de mot qu'on lance un petit peu comme ça pour pouvoir agiter une sorte de drapeau rouge et faire peur un petit peu aux gens. Mais voilà une démonstration en fait de ce que c'est que le sexisme systémique. Voilà une démonstration de comment la machinerie d'État se met en place pour maintenir des inégalités entre les femmes et les hommes. Comment les choses sont mises en place. Alors, ce qui est intéressant dans la misogynie systémique, c'est qu'elle ne vise pas une personne en particulier. Il n'y a certainement pas une personne au gouvernement qui a décidé de cette loi volontairement. Quand on parle de misogynie systémique, c'est de sexisme systémique, on parle de toutes ces choses dans notre environnement qui font que les inégalités entre les femmes et les hommes, qui sont basées strictement sur leur sexe, sont finalement entretenues et qu'il est très difficile pour une femme de sortir de ces inégalités-là. Je vous lis l'article, vous allez voir, c'est édifiant et on est vraiment dans un angle mort, un truc auquel on n'avait pas vraiment pensé. L'article, qui a été publié le 31 octobre 2022 par Soisic Lenevé, s'appelle « Les dépenses d'enseignement supérieur consacrées aux étudiantes sont inférieures de 18% à celles allouées aux étudiants ». Ce chiffre, il est dur à croire, 18% d'inégalité entre les femmes et les hommes dans les études pour les étudiants et les étudiantes âgés de 18 à 24 ans. 18%, vous vous rendez compte, on est quasiment à un cinquième d'écart de différence d'investissement par l'État dans les études des jeunes hommes et des jeunes femmes. On nous dit les femmes ne sont que 34% à étudier dans les grandes écoles, 38% dans les classes préparatoires et les instituts universitaires de technologie, des filières qui bénéficient des ressources financières publiques et privées les plus élevées. Donc c'est là où se trouvent les hommes, et non pas là où se trouvent les femmes, qu'il y a le plus de ressources financières publiques. Elles ont beau être plus nombreuses que les hommes à intégrer une formation dans l'enseignement supérieur, les femmes restent sous-représentées dans les filières et les disciplines qui bénéficient des meilleures conditions d'études. En résulte une disparité de genre totalement liée au choix d'orientation que documente précisément une note publiée fin octobre par l'Institut des politiques publiques, que je vous montrerai après. Cette inégale répartition au sein des formations a une conséquence directe. Les dépenses d'enseignement supérieur consacrées aux étudiantes sont inférieures de 18% à celles allouées à leurs homologues masculins, qui suivent majoritairement des cursus dotés d'un plus grand nombre d'heures, notamment de travaux dirigés et de travaux pratiques, et d'un taux d'encadrement plus élevé, souligne Cécile Bonneau, doctorante en économie. Parmi les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, les femmes représentent 53% de l'ensemble des étudiants ou anciens étudiants, mais leur part dans les différentes filières et spécialités disciplinaires de l'enseignement supérieur varie fortement. Selon la note, 89% des inscrits dans les formations paramédicales et 57% des inscrits à l'université sont des femmes. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il y a actuellement 53% des étudiants qui sont des étudiantes en France, donc une majorité des personnes qui étudient en France sont des femmes, et malgré tout, l'investissement public pour ces études-là, pour les femmes, est de 18% inférieur. Et vous allez voir que ça a des conséquences qui sont des conséquences assez concrètes sur leur vie. L'article en parle très bien. Ces proportions ne sont que de 34% dans les grandes écoles et 38% dans les classes préparatoires, le nombre de femmes. Et les instituts universitaires. Or, ce sont ces filières qui bénéficient des ressources, des taux d'encadrement et des volumes horaires les plus élevés, qu'il s'agisse de ressources provenant des dépenses publiques d'enseignement supérieur ou des dépenses privées via les frais d'inscription payés par les parents. Les étudiantes ne forment enfin qu'un cinquième des effectifs dans les formations universitaires en mathématiques, en ingénierie et en informatique. Même au sein des sections de techniciens supérieurs, où elles représentent pourtant 49% de l'effectif, les étudiantes sont surreprésentées dans les spécialités de service et sous-représentées dans les spécialités de production. Et ce qu'on comprend, c'est que les spécialités de service vers lesquelles on va orienter naturellement les femmes sont en plus de ça des professions qui sont moins bien payées que les spécialités de production. Vous allez voir, on en parle après. L'écart est particulièrement marqué dans le haut de la distribution. Ça, c'est très intéressant parce que là, on parle par exemple de filières qui peuvent être des filières qui ne concernent pas, on va dire, la bourgeoisie française, qui concernent n'importe qui voudrait intégrer des études. On ne parle pas des hautes classes préparatoires quand on lit ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ces inégalités-là, on les retrouve dans ces filières-là, dans les filières qui sont accessibles à tous et à toutes. Mais vous allez voir que quand on va monter en catégorie socio-culturelle de public qui intègre ces études-là, les inégalités vont se creuser encore plus. Et il y a cette idée reçue que les inégalités entre les femmes et les hommes, elles concernent les bas salaires, mais c'est une véritable idée reçue. Plus le patrimoine va augmenter, plus la quantité d'argent qui circule va augmenter, et plus ça va devenir l'apanage des hommes, et plus il va y avoir des choses pour rapter ce genre de choses aux femmes. Vous allez voir, c'est très bien expliqué. L'écart est particulièrement marqué dans le haut de la distribution. 10% des étudiants, les hommes, se voient consacrer des dépenses supérieures à 52 500 €, contre moins de 5% des étudiantes. On est sur un ratio qui va du simple au double. Il y a 2 fois moins de femmes qui voient des dépenses supérieures à 50 000 € que d'hommes.
incroyable. Et symétriquement, seuls 10% des étudiantes bénéficient de dépenses consacrées entre 35 000 et 52 000 euros, contre 17% des hommes. On a quand même un ratio 70% encore d'écart. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a un investissement qui est moindre pour les femmes, pour leurs études, nettement moindre, qu'on va en plus de ça orienter vers des filières qui sont moins bien reconnues, moins bien payées. Et voilà en fait ce qui va entretenir des inégalités constantes, des inégalités dans ce qu'on va investir pour que les femmes fassent des études, et ensuite des inégalités salariales. Bon, c'est pas tout, hein. La note de l'IPP illustre l'ampleur du déséquilibre qui caractérise le financement de l'enseignement supérieur en France, alors que le niveau global de dépenses publiques par étudiant n'a cessé de baisser depuis les années 2010. Le coût annuel des étudiants de premier cycle universitaire est de 3 730 euros par an, 5 430 pour les étudiants du second cycle et 10 848 euros pour les étudiants en école d'ingénieur. En outre, le coût moyen d'une année de classe prépa est 3,6 fois plus élevé que le coût moyen d'une année de licence générale, et celui d'une année de licence scientifique l'est 2,5 fois plus qu'une licence en sciences humaines. Et comprenez bien, ces chiffres, ils ne sont pas pris au hasard. Pourquoi ils sont pris? Parce qu'on a vu que c'est surtout des hommes qui sont dans les classes préparatoires. Donc les classes préparatoires coûtent plus cher à intégrer. Donc majoritairement, vous y trouvez des garçons qui ont des revenus en général supérieurs à ceux des femmes. En plus de ça, l'investissement pour leur permettre de faire les études est plus important et ils ressortent avec des métiers mieux payés. Voilà ce que c'est une inégalité systémique, voilà ce que c'est du sexisme systémique, comment l'État met des choses en place pour finalement entretenir ces inégalités. C'est fou parce que c'est pas des petits chiffres qu'on est en train de lire là. Au-delà du financement des études, ces disparités de genre peuvent avoir une conséquence plus lointaine, dans la mesure où le coût des formations d'enseignement supérieur est fortement corrélé avec leur rendement salarial, c'est ce que je vous disais. Les inégalités de dépenses d'enseignement supérieur selon le genre pourraient contribuer à la perpétuation des inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Voilà ce que c'est du sexisme systémique. Et voilà ici, si ça vous intéresse, la note de l'IPP qui reparle de tout ça, tout en détail. Je vais vous mettre ça dans la description en commentaire. Voilà, je voulais juste faire cette toute petite parenthèse que je trouvais très intéressante et à la fois très triste, mais il faut en parler, il faut présenter ces choses-là. Voilà comment on perpétue les inégalités entre les femmes et les hommes en France. Voilà une façon parmi d'autres, et c'est ce que je vous disais, c'est une sorte d'angle mort pour moi. Ça fait partie des façons de percevoir les inégalités auxquelles on ne pense pas forcément, comment l'État investit en fonction des jeunes filles et des jeunes hommes. Et il serait très intéressant de savoir un jour s'il y a une différence d'investissement de la part de l'État entre les personnes issues de milieux bourgeois, entre les personnes issues de milieux plus modestes, et je sais que les statistiques raciales sont interdites en France, mais voir s'il y a aussi des inégalités en fonction de votre couleur de peau, de votre religion, j'en sais rien. Et donc voilà, ces angles morts, il semblerait qu'il y en ait de plus en plus, on continue à les découvrir, et finalement, toutes les inégalités dont on s'aperçoit actuellement, je vous avais dit là, il y a 2 vidéos qu'il y avait eu un accroissement des inégalités salariales en France là, cette année-là, je crois que c'est la première année depuis 10 ans que les inégalités se creusent de nouveau, alors que ça avait tendance à se réduire. Et voilà comment on met ça en place. Voilà comment ça fonctionne. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, c'était une toute petite vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut.